Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour vous parler des lectures que j'ai fait cette semaine, bien entendu. Alors il y a vraiment un peu de tout, il y a des BD, il y a des mangas et il y a des romans, donc je vais vous présenter tout ça. Je vais peut-être commencer par les BD, comme ça on commence par quelque chose. Alors en premier lieu, je vais vous parler de celui-ci qui est Les Naufragés d'Ithaque, le 3e tome. Ça c'est une BD que je vous ai déjà montré précédemment, étant donné que je vous avais expliqué que c'est une BD que j'aime beaucoup et j'ai lu les premiers tomes, enfin vraiment j'ai bien entamé la saga parce que j'ai dû lire jusqu'à le numéro 14 ou 15 et j'ai acheté les suivants, mais je les ai laissés traîner un petit peu au niveau de la lecture et du coup maintenant que j'ai eu envie de poursuivre et de continuer avec les BD que j'avais pas encore lu, l'histoire était plus super fraîche dans ma tête, donc j'ai préféré recommencer et les relire. Donc je suis maintenant au 3e tome qui est terminé. J'aime toujours autant, c'est plein d'action, c'est plein d'aventures. On retrouve le petit trio habituel qui s'est échoué sur cette planète qui est répertoriée de nulle part, donc il y a beaucoup de mystères qui entourent cette planète. Ils sont recherchés par plein de monde, il y a plein d'intrigues. C'est vraiment une histoire très riche et j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai pu lire ce 3e tome, je vais pas vous en parler davantage étant donné que c'est une suite. Au niveau des planches, on a ce genre de dessin. Ce sont des BD pour les adultes malgré tout, parce qu'il y a quand même pas mal d'action, pas mal de violence, il y a des combats, etc. Il y a aussi dans celui-ci un petit rappel à Alien, donc c'était assez sympa. Je me rappelais plus qu'il y avait cette scène, mais vous comprendrez si vous avez vu Alien et si vous lisez cette BD. Donc voilà, de nouveau j'ai passé un agréable moment bien évidemment avec ce 3e tome. Je continue petit à petit à lire cette série bien entendu. Une autre série que je continue, c'est celui-ci, donc c'est La Rose Écarlate, c'est le 3e tome. 3e tome, mais de la première partie, donc ça s'appelle La Dame en Rouge et j'ai apprécié cette histoire. Donc ici on va toujours suivre cette jeune fille, un Maude, qui a quitté son village suite à l'assassinat de son père. Elle veut absolument retrouver l'assassin et elle endosse le rôle de justicière, donc elle va apprendre le maniement de l'épée, etc. et la nuit, elle a son costume de la rose justement écarlate et elle vole un peu les riches pour pour offrir aux pauvres. C'est un genre de Robin des Bois. Donc on la suit dans ses aventures avec l'autre personnage ici qu'on découvre assez rapidement et qui va accompagner Maude dans ses aventures. Je vais pas trop vous en dévoiler si vous n'avez pas encore lu l'histoire. Et ici, clairement, on est dans une affaire où il y a une créature qui apparemment sévit la nuit, qui tue du bétail et apparemment qui se nourrit de leur sang. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance dont il est question et voilà, j'ai passé un très très chouette moment aussi. Ici, c'est plus pour de la jeunesse. C'est tout à fait accessible à des jeunes lecteurs, donc il n'y a pas de souci. C'est un petit peu un roman de cap et d'épée, c'est vraiment super sympa. Les dessins sont très jolis, donc voilà, je continue cette petite série tranquillement mais sûrement. Alors j'ai également lu celui-ci, donc qui est Baldwin le Brave et autres contes de l'univers Les légendes de la garde de David Peterson aux éditions Gallimard BD. Je vous avais parlé il y a vraiment pas longtemps, la semaine passée je pense, de l'autre de cette série que j'avais lu qui était Bastien, Loup solitaire et autres contes. Donc ici c'est le même principe, c'est cette même collection où on a de nouveau des petites légendes, des petits contes dans l'univers des légendes de la garde que j'aime beaucoup. Donc ici on a plusieurs petits contes, c'est le rusé tisserand, c'est Baldwin le Brave, c'est Tan et Ilsa, il y a Au service de Seyhan, il y a Un trio de H, il y a Le jour enfoui. Donc c'est vraiment très très sympa aussi. De nouveau, c'est des petits contes, plein de belles choses, plein de belles valeurs. Le tout dans une ambiance un petit peu médiévale avec des petites souris parce que les héros sont des souris. Je vais vous montrer à nouveau quelques planches. C'est toujours aussi beau. J'ai toujours passé un aussi bon moment avec ce second livre qui nous raconte plus des petites histoires avec des chouettes valeurs et des jolis principes. Donc
on a ce genre de choses. C'est vraiment très très beau. Donc je vous en avais parlé la semaine passée. Je vais pas m'étaler non plus, mais moi j'adore cet univers. Donc j'ai continué avec le second que j'ai. J'en ai encore un dans ma palle qui est Les légendes de la garde, la partie hiver. Donc je vais sans doute le lire dans pas trop longtemps parce que j'adore vraiment beaucoup ces ouvrages. Je vais passer au manga. Donc j'ai d'abord terminé le 4e tome de L'Oiseau d'or de Kénis aux éditions Glénat. Je vous avais dit que j'avais adoré lire le premier et le second tome, que j'allais pas tarder à lire la suite, à savoir le 3 et le 4. Du coup, c'est chose faite, je les ai achetés et je les ai lus tous les deux. Le 3e, je vous en ai parlé la semaine passée, je pense, et le 4e, je l'ai lu cette semaine-ci et j'ai vraiment adoré cette histoire. J'ai adoré suivre Léa qui donc se fait passer pour un homme, qui prend l'apparence d'un homme pour aller à Londres et réaliser son rêve de devenir auteur, écrivain. Et on va suivre sa vie à Londres, on va suivre les difficultés aussi dont elle va devoir faire face. Ça parle beaucoup de la condition de la femme, du genre en lui-même de manière générale. Il y a plein de très chouettes choses ici dedans. Elle va se lier d'amitié avec un personnage qui est lui-même auteur quand elle va arriver à Londres et on va suivre du coup ces deux personnages. C'était vraiment très très agréable, très chouette et j'ai beaucoup apprécié aussi ce 4e tome. Je vous en dis pas plus vu que c'est un 4e tome, mais voilà, c'est vraiment très très chouette comme petite série de manga. Alors j'ai également continué une saga que j'aime beaucoup qui est Coffee Moon, le 3e tome ici. Donc je vous avais parlé du premier et sans doute du second. Ici j'ai pu continuer avec le 3e et j'ai même le 4e dans ma palle, donc je vais sans doute continuer aussi cette saga. On va suivre donc toujours Pieta, Pieta qui s'est fait quelques amis. Pieta c'est ce personnage qui dès le début est bloqué dans un genre de boucle temporelle, donc c'est un jour qui se répète tous les jours continuellement. Le jour de son anniversaire, chaque matin elle se réveille, c'est son anniversaire. Le soir quand elle se couche, c'est rebelote le lendemain, elle revit la même chose. Tout le monde lui dit la même chose, c'est les mêmes faits, c'est le même climat, c'est les mêmes événements. Donc elle est coincée comme ça depuis plus de 1000 jours dans cette boucle temporelle et il y a un fait étonnant qui va survenir parce qu'en fait une de ses amies va aussi à son tour être coincée dans ce même jour, dans cette même boucle et du coup elles vont être deux. Puis il y aura d'autres personnages qui vont arriver, qui vont également se rendre compte de ce phénomène particulier. Bref, c'est vraiment très très chouette, c'est très intriguant. Ici, ça avance bien parce que les personnages vont devoir faire face à aussi une autre version d'eux-mêmes, donc ils vont devoir vraiment faire face à leurs peurs ou à leurs pensées les plus noires. Elles vont aussi développer des pouvoirs, donc ça part vers quelque chose d'assez mystérieux et intéressant. Donc je suis assez contente et je suis vraiment intriguée par cette histoire. Je suis avec plaisir. J'aime beaucoup aussi les dessins. C'est ce genre de planche. C'est vraiment très travaillé. Le personnage de Pieta, c'est un personnage très attachant. Hein. Je l'aime beaucoup. C'est une petite fille vraiment qui est très généreuse, qui est vraiment forte, qui fait tout pour ses amis, qui est très loyale et fidèle en amitié. Donc voilà, elle a vraiment de très belles qualités et j'aime beaucoup suivre ses aventures et le fait qu'il y ait d'autres aussi jeunes filles qui interagissent et qui ont leur part à jouer dans cette histoire, ça ajoute un peu plus de fond aussi et ça ajoute vraiment une consistance à cette histoire. Donc je lirai le 4e pour voir vers quoi ça nous amène, mais je suis très intriguée quoi qu'il en soit. Alors j'ai également lu ceci, je sais pas si c'est vraiment un manga parce que c'est en couleur à l'intérieur, vous voyez, c'est ce genre de livre où c'est un genre de BD manga. J'ai essayé celui-ci, donc c'est Reliana a survécu, comment Reliana a survécu au manoir Wink Knight. C'est le premier tome et c'est aux éditions Cotoon. Voilà, je trouvais la couverture assez belle quand je l'ai vue, le résumé me faisait envie et j'ai découvert cette histoire, donc ce premier tome. En fait, c'est assez spécial l'histoire parce qu'on va suivre une jeune fille qui va se réveiller
enfermée dans un roman qu'elle a lu. Donc c'est comme si on lisait un livre, on va dormir et le lendemain on se retrouve en étant un des personnages du livre qu'on vient de lire. Donc c'est assez spécial. Elle va se réveiller en étant le personnage de Reliana, qui est une jeune fille de la bourgeoisie, qui est destinée, qui est fiancée déjà, tout est prêt à être pour son mariage avec un jeune homme. C'est un mariage de politique, enfin un mariage d'affaires, c'est pas un mariage d'amour. Le souci, c'est que étant donné qu'elle a lu ce livre, elle sait très bien que ce fiancé qui a l'air bien sous tout rapport, en tout cas qui montre cette facette de lui, a pour but de tuer le personnage de Reliana dans le livre. Donc il tente de la tuer pour obtenir la fortune et une meilleure place dans la société. Et du coup, elle se retrouve réincarnée, si je puis dire, dans ce personnage de fiction. Elle sait qu'elle va être son destin et elle essaye évidemment d'empêcher ce destin et de sauver en fait sa vie dans cette histoire. Donc c'était assez particulier. J'ai bien aimé cette idée qui était très sympa. C'est une petite lecture que j'ai fait assez rapidement. Les dessins sont assez jolis. C'est pas non plus les dessins que je préfère, mais voilà, c'est très bien comme ça aussi. C'est une petite lecture sympathique. Ça m'a pas non plus laissé un souvenir incroyable et à mon avis ça m'en laissera pas non plus un souvenir incroyable. Je sais pas si je vais continuer parce que j'ai bien apprécié. Après il y a une grosse part de romance qui commence à arriver avec un garçon très mystérieux, vous le voyez ici, hein, qui va un peu venir s'interposer. Elle va lui faire une proposition pour parvenir à se libérer du mariage déjà préprogrammé et du coup sauver sa vie, mais lui c'est un personnage un peu sombre comme ça. Bref, on part dans quelque chose d'un peu romance avec un bad boy machin, ce genre de truc auquel moi je suis pas vraiment habituée. C'est pas vraiment le genre de lecture que je fais, donc je sais pas trop. J'ai apprécié lire ça. Après, est-ce que j'ai apprécié au point de continuer cette saga? Je sais pas du tout en plus combien de livres il y aura. Je suis tombée sur ce premier tome tout à fait par hasard à la Fnac et j'ai trouvé que la couverture était belle, que le résumé m'intriguait. Je me suis lancée dedans, mais voilà, est-ce que je suis au point de tout lire et de continuer? Je ne pense pas. Donc voilà pour celui-ci. Je vais passer au roman et on a ceci à voir. Donc pas mal de choses. Je vais commencer par une série et même une trilogie. Donc en fait j'ai lu les 2 premiers tomes de la série de Winterhouse Hotel. Donc le premier tome Winterhouse Hotel et le second tome Retour à Winterhouse Hotel. J'ai le 3e dans ma palle et je compte le lire très prochainement pour terminer cette saga que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai hésité à vous en parler maintenant ou de lire les 3 et puis vous en parler ensuite, mais voilà, ces 2 livres sont lus, donc pourquoi attendre avant de vous en parler? Donc je vous les présente. Winterhouse Hotel, j'avais déjà lu ces 2 livres il y a des années. J'avais lu le premier et le deuxième, donc pile poil ceci. Parce que c'est des livres qui m'avaient été prêtés, donc moi je ne les avais pas, mais on me les avait prêtés et j'avais bien aimé la lecture. Et ici dernièrement j'ai eu envie de les relire et donc je les ai achetés. J'ai trouvé la trilogie sur Vinted et du coup je me le suis pris, comme ça je pouvais redécouvrir cette histoire et lire aussi le 3e tome que je n'avais pas lu. Donc, j'ai pu redécouvrir ces 2 premiers tomes avec beaucoup de plaisir, je dois bien le dire. C'était vraiment très chouette. Donc, Winterhouse Hotel, c'est écrit par Ben Gutterson et c'est aux éditions Albin Michel, la collection Wheeze. Et on va suivre le personnage d'Elisabeth, qui est une jeune orpheline qui vit chez son oncle et sa tante. C'est pas la grande joie de vivre là-bas parce qu'ils sont très détachés d'elle. Ça me fait un peu penser à l'ambiance Harry Potter en fait. C'est plus une contrainte pour eux d'avoir Elisabeth sous leur toit qu'un plaisir. Donc petit rapport avec Harry Potter. Ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources, donc elle a pas beaucoup de biens et d'effets personnels. Enfin, on voit clairement qu'elle est pas heureuse chez son oncle et sa tante. Elle a pas beaucoup le droit non plus à la parole. Elle a pas vraiment sa place au sein de
de ce couple. Donc et du jour au lendemain, les vacances de Noël approchant, elle va rentrer à la maison et là elle va trouver une petite note à la porte en disant que elle est envoyée pour les vacances au Winterhouse Hotel, qui a un train qui l'attend. Son billet de train se trouve dans le petit sac et il y a 2-3 petits effets personnels, quelques vêtements et c'est tout. Et eux ils sont partis, donc elle est là devant la porte, un peu abandonnée. Elle a pas mis le choix qui lui sont offerts, donc elle va prendre ce ticket de train et monter dans le train pour aller à Winterhouse Hotel. Elle sait pas du tout ce que c'est, enfin elle est pas au courant, elle se lance là-bas un peu dans l'inconnu. Elle va arriver au Winterhouse Hotel, elle va le découvrir et c'est un endroit extrêmement chaleureux parce que le personnel est vraiment très agréable. Le directeur de l'hôtel vraiment gentil avec elle, donc elle est accueillie chaleureusement, elle va très vite s'y sentir vraiment bien, comme si elle était chez elle presque. Donc c'est un nouveau sentiment aussi d'être considérée tout simplement, d'être bien accueillie. Donc elle s'y plaît et elle va aussi se faire un ami qui est un jeune garçon qui passe lui aussi ses vacances là, qui s'appelle Freddy. Freddy c'est un jeune inventeur on va dire, c'est quelqu'un qui est passionné par les inventions et ils ont tous les deux un point commun parce que Elisabeth et Freddy ils adorent tout ce qui est jeu de mots, tout ce qui est énigme, tout ce qui est chasse au trésor, les anagrammes, les échelles de mots, enfin tout ça ils adorent. Et du coup, ils vont beaucoup s'amuser, ils vont directement bien s'entendre et ils vont aussi découvrir que dans cet hôtel, eh bien, il y a des petits secrets qui sont en lien avec un aspect magique. Notamment dans le premier tome, il y aura la découverte d'un livre très spécial qui va parler, qui va attirer Elisabeth. Elle sait pas trop pourquoi. Elle va aussi sentir qu'une fois arrivée dans cet hôtel, elle va avoir des genres de sensations et d'aptitudes qui vont se développer. Donc il y a un genre d'aura magique à cet hôtel. Il y a aussi des objets qui ont apparemment l'air magique, notamment ce livre. Et il y a aussi une menace évidemment qui va pas tarder à arriver. Je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment très très chouette. C'est de la lecture jeunesse, donc ça se lit extrêmement vite. C'est très aéré au niveau de l'écriture. Vous voyez, on a des planches comme ceci. On a aussi des illustrations, donc ça c'est super agréable. On a ce genre de choses. Enfin, je sais que je vous en avais beaucoup parlé, je crois déjà la semaine passée. J'en remets une couche, donc on a des illustrations et c'est vraiment super agréable à lire. Ça convient pour des enfants aussi parce que l'histoire elle est super intéressante, elle est bien développée, l'univers aussi. Il y a des chouettes valeurs et il y a plein de choses en rapport avec les mots. Donc ça amène une certaine réflexion, une certaine ouverture de l'esprit et c'est super intéressant du coup parce que il y a des énigmes, on suit les personnages, donc on suit Elisabeth et Freddy pour résoudre ces énigmes. Enfin, c'est vraiment bien fait. Il y a un petit fil conducteur au niveau de la menace parce que ça a un lien évidemment avec le passé de cet hôtel et notamment un lien direct avec la famille qui a cet hôtel depuis des générations et des générations. Ici on a encore une petite illustration. Donc voilà, c'est vraiment bien fait, il y a un fil conducteur et c'est très clair dans ces deux premiers tomes. Je sais pas ce qu'il en est pour le troisième tome, si ça va être de nouveau le même genre de schéma. Oups, il a failli plonger. Donc ça je verrai bien quand je lirai le troisième, mais je passe toujours un très très bon moment. C'est très agréable comme lecture, ça change vraiment les idées, c'est tout, c'est vraiment agréable et ça peut convenir aux adultes tout comme aux enfants ou aux ados, je ne sais pas à partir de quel âge ça peut être lu, mais franchement ça peut vraiment plaire et je le recommande. Je lirai le troisième très très vite pour pouvoir aussi vous en parler et pour pouvoir moi aussi découvrir comment ça se passe dans ce troisième tome. Donc j'ai pu lire ces deux-ci, le 1 et le 2. Les couvertures en plus sont super jolies, il y a plein de petits éléments. Donc dans le premier ici on a Elisabeth bien sûr, et ici à chaque fenêtre on a des personnages qui vont intervenir dans l'histoire. Donc là on a Freddy, ici oui dans cet hôtel il y a évidemment une bibliothèque incroyable parce que Elisabeth elle adore les livres, donc évidemment que ça ne peut que parler aux gens qui aiment les livres. Ça c'est la bibliothécaire, ça c'est le directeur
l'inspecteur de l'hôtel. Et ici, on a deux personnages très inquiétants qui auront une grande place dans cette histoire. Et dans le second tome, on a le même système aussi, toujours avec Elisabeth et Freddy. Là, il est inclus évidemment au premier plan. On a toujours la bibliothécaire, on a toujours le directeur. Et là, on a d'autres personnages inquiétants qui, du coup, vont avoir une part aussi importante dans ce second tome. Je n'en dis pas plus, je vous laisse avec ça. Je pense que j'en ai assez dit sur Winterhouse Hotel. Alors, je continue avec celui-ci qui est un petit Anne Granger. Le témoignage du pendu, c'est le 5e, 4e, le 5e tome de cette saga que j'adore. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. C'est les enquêtes de Lizzie Martin et de Ben Ross. 5e tome ici. Je les savoure. Chaque fois que je les achète, je peux pas me retenir de les lire très rapidement. Donc j'ai également pu lire celui-ci. Dans cette histoire, eh bien, on a un condamné à mort par pendaison qui va demander à l'inspecteur Ben Ross de venir le voir parce qu'il voudrait soulager sa conscience avant son heure. Et il lui explique qu'il y a des années, c'est pas pour ça qu'il va être pendu, mais il y a des années et des années, tout à fait par hasard, il a assisté au meurtre d'un très vieux monsieur dans un petit village en dehors de Londres où la maison était un petit peu plus isolée. Et il a assisté à ce meurtre, il était un peu surpris et choqué et en fait il en a jamais rien dit. Et étant donné que ces dernières heures arrivent, il veut avouer cet événement pour soulager sa conscience. Et en gros, il transfère ça à Ben Ross. Ça fait 17 ans que ça s'est passé et c'est en mode maintenant c'est ton problème, c'est plus le mien. Du coup, le récit de cet homme... il a l'air très convaincant parce qu'il y a aussi la question de savoir si il a simplement donné ce témoignage pour essayer de réouvrir une ancienne enquête où il aurait pu être témoin et du coup sa condamnation aurait pu être retardée. Donc est-ce que c'est un système pour sauver sa vie pendant un temps un peu plus long ou est-ce que ça s'est vraiment passé? Donc Ben Ross a ce dilemme, il est occupé à réfléchir. Finalement c'est ses supérieurs qui vont trancher pour lui parce que ils disent que quoi qu'il en soit cet homme il mérite ce qui va lui arriver et on va pas bouger sa peine, changer la date, enfin la condamnation et la pendaison elle est prévue et elle va se faire. Mais du coup Ben Ross il est embêté parce que là il se dit si ça se trouve il y a un vieux monsieur qui a été assassiné et son meurtre, le coupable court toujours et vit tranquillement depuis toutes ces années. Donc moralement ça lui pose aussi un problème et il va évidemment décider d'essayer de faire quelque chose et enquêter sur ce meurtre, essayer de voir si ces faits sont véridiques, si effectivement il y a un vieux monsieur qui est décédé dans le village indiqué par le témoignage de cet homme et voir si cette histoire est véridique. Évidemment, elle est véridique, donc on a Ben Ross qui va se lancer dans cette enquête. En parallèle, il va aussi devoir gérer une affaire de disparition parce qu'il y a un bourgeois infect vraiment très désagréable qui va arriver chez lui en lui disant que sa femme et sa fille ont disparu, que selon lui, elles ont été enlevées et qu'il doit les retrouver. Donc il a ces deux affaires en parallèle, deux affaires délicates, très délicates, parce que il n'a pas tout à fait l'aval de son supérieur en ce qui concerne l'assassinat du vieux monsieur il y a 17 ans, et il faut absolument faire quelque chose pour cette disparition, parce que à cette époque c'était assez mal vu qu'il y ait une dame faisant partie d'un certain niveau de vie qui soit enlevé ou qui est disparu avec sa petite fille, ça fait un peu tâche. Du coup, il faut résoudre cette affaire au plus vite et il va s'attaquer à ces deux affaires en parallèle. Évidemment, Lizzie, on va la retrouver, elle va avoir un rôle à jouer parce qu'elle va aider l'inspecteur Ben Ross. Et c'était très chouette à suivre. C'est des petits livres que moi je dévore. J'adore cette ambiance de se retrouver à Londres à l'époque victorienne. Avec les personnages qui ont des valeurs et des principes. J'aime beaucoup cette ambiance. J'adore le personnage de Ben Ross parce que c'est un homme qui est très ouvert vis-à-vis des femmes à cette époque.
Lizzie, c'est un personnage très indépendant, très intelligent aussi, qui aide beaucoup Ben sur ses affaires et du coup ils forment un duo vraiment efficace et ils sont vraiment bien tous les deux. Ils se complètent l'un et l'autre, donc j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment super chouette. En tout cas, moi j'aime beaucoup. La seule chose, c'est que ici, dans celui-là, l'accent est plus mis sur l'inspecteur Ben Ross. Dans les autres livres, généralement, c'était plus Lizzie qui faisait plein de démarches pour aller chercher des preuves ou pour aller chercher des éléments qu'elle ensuite rapportait à Ben Ross et lui faisait ensuite le travail d'enquêteur et de policier. Ici, c'est plus lui qui fait son travail et c'est lui qu'on va accompagner. Et Lizzie, elle a des petites interactions comme ça, elle intervient de temps en temps, mais j'ai trouvé que elle était moins mise en avant que dans les livres précédents. Après, ça m'a pas dérangé vu que, comme je vous l'ai dit, j'aime bien tous les deux, aussi bien Lizzie que Ben, et j'ai adoré suivre cette histoire. Et maintenant, du coup, j'ai hâte de lire le 6e tome que je n'ai pas dans ma palle, donc ce sera pas pour tout de suite, mais j'ai vraiment hâte de poursuivre et de continuer cette série que j'adore. Alors, j'ai également lu ceci, La Chambre aux papillons de Lucinda Riley, ou plutôt je l'ai terminé parce que c'est un livre dont je vous ai déjà parlé la semaine passée. C'est aux éditions Charleston Poche. C'est la première fois que je lis du Lucinda Riley. J'étais très curieuse de découvrir ce que pouvait faire cette femme. J'en entends énormément parler en beaucoup de bien, donc j'étais assez curieuse de me faire mon propre avis. J'ai même plusieurs livres d'elle dans ma palle et je me suis dit, il y a un moment donné, il faut que je teste, parce que c'est bien d'acheter des livres d'elle parce que ça m'a l'air super chouette, mais après ça sert à rien de les laisser là et de pas les lire. Donc j'avais pris celui-ci vu que ça faisait très printanier et j'ai beaucoup aimé, vraiment c'était très chouette. Donc dans cette histoire, on est à Admiral House, qui est une grande maison de famille. On est dans la campagne, cette maison elle est assez éloignée, on est évidemment en Angleterre et on va suivre le personnage de Posy qui vit avec son père et sa mère. Son père, lui c'est un militaire, donc on est en période de guerre, donc son papa va être amené à partir. Il pilote je ne sais plus quel avion, mais voilà, il pilote des avions, etc. Donc il est amené et appelé à aller se battre de temps en temps. Et à côté de ça, c'est un homme qui adore les papillons et Posy, elle est passionnée de nature également, par les plantes, par les papillons évidemment. Elle tient ça un peu de son père et elle est très attachée à cette maison parce que c'est là qu'elle a passé son enfance. Et comment vous expliquer sans trop vous dévoiler, disons que à 70 ans, donc quand Posy a 70 ans, elle va être contrainte de vendre cette maison, de s'en séparer, parce que c'est une maison qui nécessite aussi beaucoup de moyens financiers pour l'entretenir. Elle est restée un petit peu comme ça, non entretenue depuis trop d'années. Donc c'est vrai que là, il y a quand même un gros trou, vu que quand je viens de vous en parler, Posy, elle vit avec ses parents, c'est une petite fille, et puis tout d'un coup, on fait un bond de 70 ans, mais en fait, c'est ça qui se passe. Donc on a une double temporalité à chaque fois, où on va voir la vie de Posy maintenant, quand c'est une femme de 70 ans qui a déjà vécu toute sa vie, qui a 2 enfants, 2 fils qui sont adultes, qui ont leur vie professionnelle, qui ont leur vie personnelle, leur vie familiale, enfants pour l'un, pas d'enfants encore pour l'autre, donc qui ont eu leur vie. Et on a cette femme aussi qui, elle, a été mariée, qui est maintenant veuve. Donc, on voit la vie de Posy actuellement. Et ensuite, on va passer dans son passé, quand elle était petite fille, ce qui s'est passé au niveau de sa mère, ce qui s'est passé au niveau de son père. On voit sa vie d'étudiante ensuite, parce qu'elle va vouloir faire des études en rapport avec la nature, la botanique, etc. Donc, on va la suivre comme ça et on va en fait découvrir ce qui s'est passé dans ce trou entre le fait de la trouver enfant et ensuite adulte de 70 ans. On va découvrir tout ce qu'elle a vécu et c'était vraiment très bien fait. J'ai adoré ces petits sauts présent, passé, cette double temporalité, c'est très bien fait, on n'est pas perdu. Les informations sont données comme ça au compte-gouttes, mais ça
C'est vraiment bien fait parce que ça apporte un mystère et ça donne une envie de poursuivre et de continuer pour savoir ce qui s'est passé dans la vie de Possy. Il y a énormément de secrets, on est vraiment dans une fresque familiale, même multifamiliale, c'est ce qui a été mis derrière et c'était vraiment très très bien construit. J'ai beaucoup apprécié les personnages, ils ont beaucoup de profondeur, ils sont bien travaillés, certains sont attachants, d'autres pas du tout, mais chacun ont leur importance et ont leur rôle dans cette histoire, donc j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment très très chouette. Maintenant je comprends tout l'engouement qu'il y a autour de cette autrice et j'ai envie de découvrir également d'autres romans qu'elle a écrits. J'ai notamment la saga Les Sept Sœurs, enfin j'ai le 1 et le 2 de cette saga qui m'attendent et ça me donne évidemment envie de découvrir davantage. Donc voilà pour cette histoire, une excellente lecture avec des secrets, avec des découvertes à la fin et pas vraiment des surprises. Enfin si, on apprend des choses qui sont quand même surprenantes sur le passé de Possy qu'on lui a caché pendant toute sa vie, pour son bien bien sûr, et qui ont fait que sa vie a pris un certain tournant, qu'elle a pris des chemins dont elle n'avait pas idée à l'époque. Enfin, sa vie a été complètement chamboulée en fait par un gros secret de son passé et ça remet ensuite tout en question. C'était vraiment très bien fait, j'ai beaucoup apprécié cette ambiance et cette lecture, donc je découvrirai bien entendu d'autres livres de cette autrice. Alors j'ai également lu celui-ci qui est La quête d'Ewilan de Pierre Bottero. C'est le premier tome d'Un monde à l'autre aux éditions Rajo. C'est un livre que j'ai depuis un moment et qui me faisait très envie parce que j'entends parler des œuvres de Pierre Bottero un peu partout, toujours en bien. Apparemment c'est très qualitatif, c'est quelque chose qu'il faut au moins lire dans sa vie. Du coup j'avais le premier et même le second tome dans ma palle. D'ailleurs je suis en train de lire le second tome, je vais vous le montrer tout à l'heure, parce que j'avais envie de découvrir, hein. Et je me suis lancée dans cette lecture. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a La quête d'Ewilan qui est une trilogie. Il y a ensuite Les mondes d'Ewilan qui est également une trilogie. Il y a une trilogie par rapport au personnage d'Elana. Et il y a Les autres, si j'ai bien compris, qui est encore une autre trilogie. Donc j'ai encore à lire de cet auteur, si je veux. En tout cas, j'ai commencé ce premier tome. Je l'ai dévoré. Après, ça reste très aéré au niveau de la mise en page, hein. Vous voyez que les marches en haut, en bas, sur les côtés sont très très grandes. On a des petits chapitres courts avec le commencement de chapitre à mi-page. Celui-ci fait 305 pages. Ce sont des livres assez fins et c'est assez fluide au niveau de la lecture, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome. D'ailleurs, ça m'a donné envie de directement commencer le second tome que j'avais dans ma palle. Donc c'est la preuve que ça m'a beaucoup plu cette histoire. Donc dans cette histoire, en fait, on va suivre Camille, qui est un personnage, une jeune fille de 13 ans, qui vit dans notre monde, hein, qui va à l'école, qui est vraiment très intelligente. Elle a un petit côté surdoué, donc elle a beaucoup de facilité à l'école, bien entendu. Elle vit dans une famille, elle est orpheline et elle a été adoptée par un couple de personnages extrêmement froids, distants, qui ont de l'argent, donc elle manque de rien. Elle vit dans un bel appartement, dans un beau quartier, mais de nouveau, on dirait, c'est comme pour Elisabeth, il y a aucun affect, ils sont pas intéressés par Ewilan, ils lui montrent pas d'affection, il y a pas d'amour, enfin c'est comme des étrangers en fait. Donc elle vit avec ces personnes et un beau jour, elle va découvrir qu'en fait elle a un pouvoir qui est notamment celui de se projeter, de faire un pas de côté comme ils disent, et de se retrouver dans un monde parallèle qui est Gwendalavir, qui est un monde de fantaisie plus, hein, où elle va retrouver des chevaliers et des créatures très bizarres et très dangereuses qui sont un petit peu un mix entre un lézard et une menthe religieuse. Donc ce sont des créatures qui parlent, douées d'intelligence, etc., mais qui ont un aspect un peu mystique, qui sont très très dangereuses. Elle va se retrouver dans ce monde où là, elle va découvrir, en fait, elle est originaire de ce monde, que ses parents étaient aussi originaires de ce monde, qu'ils avaient des talents et des dons magiques incroyables. C'est pour ça qu'elle a aussi des talents particuliers. Et évidemment,
elle a un rôle très important parce que elle est censée, en gros, sauver le monde pour faire simple, hein, pour pas aller trop dans les détails non plus. Elle a un rôle très important à jouer et le fait que son existence ait été révélée aussi fait qu'elle est en grand danger parce qu'il y a plein de créatures qui veulent empêcher cela, parce qu'il y a plein de guerres qui ont lieu. Il y a une tension dans le royaume de Gwendalavir justement. Et du coup, elle va s'entourer de compagnons et commencer évidemment une quête. C'est nommé, c'est mis dans le titre. Donc on va suivre cette jeune fille qui s'appelle Camille dans notre monde, mais qui s'appelle Ewilan dans le monde, le royaume de Gwendalavir. Elle va être accompagnée par son ami Salim, qui est un garçon qui va à l'école avec elle, donc qui est originaire de notre monde, qui va l'accompagner et l'aider dans sa quête. Elle va rencontrer des personnages, elle va rencontrer le personnage d'Elana, donc si j'ai bien compris, c'est ce personnage qui aura sa propre trilogie avec Elana. Et voilà, j'ai découvert ce premier tome avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai vraiment apprécié le style. On s'embête absolument pas. C'est extrêmement prenant parce qu'il y a des événements tout le temps. Il y a de l'action tout le temps. À chaque chapitre, il se passe quelque chose, mais c'est des choses intéressantes qui font que l'histoire avance à une vitesse très rapide. Il n'y a pas de perte de temps, mais dans un sens, on comprend vraiment tout ce qui se passe. Au niveau des personnages, on sent qu'ils ont une certaine consistance, notamment les personnages que Ewilan va rencontrer. Ce sont des personnages assez forts qui sont utiles à l'histoire. C'est vraiment très bien construit. J'ai beaucoup apprécié. C'est une lecture jeunesse, mais franchement, il y a beaucoup d'éléments très intéressants dedans, donc qui conviennent aussi aux adultes. Je pense effectivement que ça peut être utile de découvrir ces livres à tout âge, ma foi. Du coup, j'ai déjà commencé le second tome. J'ai pas lu beaucoup. Je suis à 80 pages, quelque chose comme ça, mais de nouveau, ça file. Il y a vraiment plein de choses. On apprend plein de choses aussi par rapport à Elana, évidemment. On apprend des choses sur Ewilan. Elle va se découvrir aussi, on découvre un peu plus sur qui étaient vraiment ses parents, sa famille. Donc il y a d'autres découvertes comme ça qui sont très intéressantes autour de ce personnage, de cette jeune fille, et j'ai hâte de découvrir la suite et de continuer mon second tome. Ma dernière lecture, c'est celle-ci, Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek aux éditions Sabran. J'ai cette très belle édition avec ce jaspage qui est absolument magnifique. Il est en hardback. Si j'enlève la jaquette, vous l'avez sans doute vu passer, mais c'est comme ceci. Donc un très très beau livre. Il y a ça sur le côté, derrière il n'y a rien, sur le dos c'est juste ce joli bleu. Et j'avais hâte de découvrir cette lecture. J'en savais pas beaucoup à part que c'était plus de la mythologie nordique. Et c'est une mythologie que je connais assez peu, ma foi. Donc j'avais envie d'un petit peu découvrir cette histoire. Donc j'ai pu le faire. Et on se retrouve clairement dans de la mythologie nordique. C'est pas une histoire réaliste, si je puis le dire comme ça, si vous comprenez ce que je veux dire. Réaliste dans le sens où ça met en scène des dieux, des déesses, des sorcières. On a Odin, on a Loki, on a Thor. Donc c'est des personnages appartenant à la mythologie. Donc il faut avoir ça en tête aussi. Et pouvoir s'immerger dans ce genre d'histoire vraiment mythologique. Mais on va suivre ici une sorcière, bien sûr. Pour faire simple, je vais dire Boda, parce qu'au niveau de son nom, c'est un peu compliqué à prononcer. Donc cette sorcière, Boda, en fait, elle a été torturée, on va le dire comme ça, par les dieux, parce qu'elle a refusé de partager tous ses secrets avec Odin. Du coup, pour la punir, il l'a brûlée, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois. Donc il l'a condamnée 3 fois au bûcher parce qu'elle refusait de lui dévoiler tous ses secrets. Du coup, cette pauvre sorcière, cette pauvre femme, elle s'est enfuie, elle est parvenue à s'enfuir, elle s'est cachée dans une forêt. Là aussi, elle ne meurt pas, donc c'est, comme je vous dis, c'est une ambiance particulière.
Bien entendu, c'est une sorcière, mais du coup, enfin, elle a quand même été brûlée. Elle n'est pas morte et elle va en fait se cacher et vouloir vivre une petite vie tranquille, pépère, se cacher des dieux justement pour avoir la paix. Et il y a une personne qui va la retrouver et ce personnage en fait c'est Loki, donc un dieu lui-même, mais il va construire une relation avec elle parce que ils vont devenir mari et femme, ils vont avoir même des enfants, plusieurs qui ont une nature assez différente l'un de l'autre. Je ne vous en dis pas plus, mais du coup on va suivre le personnage de cette sorcière Boda dans sa relation avec Loki, qui est un personnage assez farfelu, il est assez méprisé en fait par les autres dieux. Il subit aussi une certaine forme de violence et tout. C'est pas un dieu super puissant et du coup les autres dieux en font un petit peu leur bête noire. Donc on voit aussi cet aspect-là. Et donc ça avance comme ça. On suit la sorcière Boda, sa vie de famille, sa vie de mère, sa vie d'épouse de Loki. Le seul souci c'est qu'elle a des sortes de visions où elle voit la fin du monde, hein, le Ragnarok. Si je me trompe pas dans le nom, donc c'est vraiment la fin. Donc il y a un destin apocalyptique qui va arriver, dans lequel apparemment ses enfants ont un rôle à jouer et du coup elle est super inquiète et on va suivre un petit peu plus cette histoire. Je vais m'arrêter là pour l'explication, pour pas vous donner trop d'éléments non plus, pour pouvoir découvrir. Moi personnellement je savais rien de cette histoire et je me suis laissée guider au fil des pages. J'ai beaucoup aimé, mais il faut dire que j'ai trouvé que la première partie était quand même assez lente parce que on passe vraiment beaucoup de temps à suivre Boda qui est dans son habitation, qui est un genre de caverne qui est cachée au fin fond d'une forêt. Elle a mis des sorts de protection pour qu'elle ne soit pas détectable par les autres dieux. Il y a juste Loki qui vient la voir, qui lui a accès, et elle a aussi une chasseresse qui va arriver, qui va devenir son amie également. Donc on a ces échanges, Loki, la chasseresse, ces enfants qui naissent au fur et à mesure. Donc on passe beaucoup de temps dans cette vie de famille entre guillemets, et ça c'était peut-être un peu long parfois, mais c'est très bien raconté, la plume est vraiment très agréable, donc je me suis pas non plus embêtée, c'est pas ça, c'est juste que parfois on passait peut-être un peu trop de temps à ce niveau-là. La seconde partie, là les choses vont s'accélérer parce que il y a le destin apocalyptique qui va arriver, il y a les choses qui se mettent en place, il y a beaucoup plus d'action, là tout s'enchaîne, tout s'emballe et c'est beaucoup plus addictif. En tout cas moi j'étais vraiment scotchée. J'ai lu la seconde moitié en fait en une après-midi et je devais partir à un moment donné pour aller donner cours et j'étais extrêmement tendue parce que je voulais absolument terminer pour savoir, parce que tout s'enchaînait, tout accélérait et je me disais si je dois partir avant d'avoir fini, je vais être frustrée parce que je saurais pas du coup comment ça se termine directement. Bon, j'ai pu finir avant parce que je lis quand même assez vite et du coup j'ai pu avoir la fin de l'histoire et savoir comment tout cela allait se clôturer, se finir. Et la fin elle est aussi elle est vraiment très bien. Je m'attendais pas à ça, mais franchement c'était vraiment une très belle fin, une fin assez touchante. Donc j'ai bien aimé cette lecture dans son ensemble. C'était vraiment un très très chouette livre, différent de ce que j'ai pu lire aussi jusqu'ici. C'était une approche très intéressante de la mythologie nordique. J'ai appris plein de choses, donc ça c'était super agréable. À l'arrière on a aussi des petites informations, donc c'est assez utile. Je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, on a un appendice avec les personnages qui sont indiqués par ordre d'arrivée dans le livre, donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, on a à chaque fois les personnages et la petite description, les petites caractéristiques de chacun de ces personnages. On a les lieux aussi, donc on a les lieux de la mythologie nordique qui sont repris ici. Donc on a plein de petites informations.
des petites annotations qui peuvent être très utiles dans la lecture ou juste pour la culture générale. Donc très très bien fait, c'était super intéressant. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Boda, cette femme, cette sorcière, cette mère, cette épouse. L'histoire est vraiment mise sur elle, donc c'est elle qui est mise en avant. C'est une femme vraiment courageuse et tout. La mythologie, l'univers des dieux, c'est pas un univers des bisounours, hein. Les dieux, c'est des personnages qui sont quand même extrêmement cruels, extrêmement égoïstes aussi, très violents. Donc c'est assez dur aussi parfois. Et j'ai beaucoup apprécié en fait, c'était un mélange de plein de choses, de plein d'émotions et j'ai beaucoup apprécié cette histoire et le livre en lui aussi, le livre il est juste magnifique. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la mythologie nordique, si vous êtes intéressé par le destin d'une femme, d'une sorcière, d'un personnage vraiment très intéressant, eh bien vous pouvez vous diriger vers ce genre de livre, celui-ci est vraiment parfait pour ça. Voilà, nous avons fait le tour de mes lectures. J'ai avancé dans d'autres choses, j'ai commencé d'autres choses, je vais vous montrer ça. Je commence par Le Fléau, le deuxième tome, hein, là où la deuxième partie, je sais toujours pas comment on dit, bref, de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. J'ai bien avancé parce que j'ai dépassé la moitié de cette seconde partie que j'apprécie toujours autant. Donc je vais le continuer et j'espère le terminer pour la semaine prochaine, comme ça je pourrai vous parler un petit peu mieux des deux, même si je vous ai déjà un petit peu parlé du premier et peut-être même du début de celui-ci, je ne sais plus. Bref, il y a celui-ci qui est en cours. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai aussi attaqué La Quête d'Ewilan, le deuxième tome. Les Frontières de Glace, toujours aux éditions Rajo. J'ai lu 80 pages, 83 pages, comme je vous l'ai dit, donc je suis ici. Celui-ci, il fait un peu plus de 300 pages, il fait 330 pages, donc voilà. Pas super long non plus et comme j'apprécie cette histoire, ça se lit vraiment très très bien, très très fluide, donc je vais continuer celui-ci. J'ai également commencé, je ne pouvais plus attendre, Le Retour de la Villa aux Étoffes de Anne Jacobs aux éditions 10-18. Ça c'est une saga familiale que j'adore, je crois que c'est la saga familiale en fait qui m'a fait lire des sagas familiales. Avant ça, c'est du fait que je ne connaissais pas ce genre et je pensais que ce serait des lectures voilà, qui me conviendraient pas spécialement, qui m'intéressaient pas, c'est ce que je pensais et c'est en voyant sur les réseaux vraiment beaucoup de mise en avant de cette saga avec le premier tome, etc. Que je me suis dit je vais tester, on verra bien et en fait j'ai accroché. C'était incroyable. Ça c'est donc le quatrième. Moi je les lis en poche. Ils sortent en grand format chez Charleston, mais moi j'attends qu'ils sortent en poche chez 10-18. Du coup, ça c'est le quatrième. Je l'avais pris à sa sortie et je l'avais mis dans mon chariot pour le lire au printemps, vu que je trouvais que la couverture faisait très printanière et ça tombait bien parce que j'avais super envie de me lancer. Depuis, il y a déjà le cinquième tome qui est sorti en poche. C'est Tempête à la Villa aux Étoffes, je pense, avec une couverture plus sombre, avec un ciel bleu foncé comme ça. Je vous mettrai la petite image. Il est pas loin, il est dans mon chariot parce que je l'ai déjà prévu pour une prochaine lecture en me disant que j'allais continuer sur ma lancée. Quand je termine celui-là, j'enchaînerai avec l'autre assez rapidement pour poursuivre. Et je suis super contente de retrouver La Villa aux Étoffes, Marie évidemment, les Lisa, tout ça, et aussi les domestiques parce qu'on a une double approche, on a les maîtres de la villa et on a aussi les domestiques qui font tourner les choses à la villa, donc on a ces deux aspects, c'est toujours très intéressant. L'époque aussi est très intéressante, bref j'aime beaucoup cette lecture et je suis ravie de retrouver cette histoire. J'ai également commencé celui-ci qui était dans ma palle depuis un petit moment, la couverture est absolument magnifique. On en a beaucoup parlé à sa sortie, je l'ai acheté à sa sortie et puis je sais pas, je l'ai laissé un petit peu sur le côté en me disant que je le lirai bientôt, mais
c'était pas encore le bon moment. Là, je me suis décidée, j'ai super envie de le lire, donc j'ai commencé. J'ai lu les 100 premières pages, c'est un livre qui fait environ 400. Ça se lit super bien, c'est super intéressant. On suit ici l'histoire de deux sœurs qui ont été séparées à la naissance. Une qui est destinée depuis sa naissance à monter sur le trône, à être la princesse du royaume, et l'autre qui a été formée pour prendre sa place. Donc ça commence directement avec l'arrivée de cette sœur qui a été éloignée du trône pour prendre la place de sa sœur qui est la princesse. Donc au niveau des caractères, elles sont assez différentes et je suis bien déjà dans cette histoire. J'espère que ce sera bien. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup d'attentes sur cette lecture. On verra bien pour la suite. Et enfin, dernière chose que j'ai commencé, c'est celui-ci, 6 couronnes écarlates aux éditions Rajo. C'est écrit par Elisabeth Lim. Moi, j'ai pris la version reliée parce que je la trouvais absolument magnifique. La jaquette est déjà super belle avec ses couleurs pastel. C'est vraiment magnifique. Je vous montre, il y a aussi ici des petits reflets dorés et tout, des petits reflets ici. Enfin, c'est absolument magnifique. Le dos, il est comme ceci et enfin ça c'est le dos plutôt, la tranche, je ne sais plus comment on dit. Bref, vous m'avez comprise. Et il y a ceci à l'arrière et à l'intérieur le relié. Il est comme ça. Donc c'est absolument splendide. L'arrière est juste noir, mais ceci c'est vraiment quand même très très beau, faut bien le dire, avec un petit jaspage bleu ciel comme ça partout. Ça c'est un livre, j'avais fait un sondage sur Instagram pour qu'on me choisisse ou qu'on choisisse en tout cas par rapport à 2 livres ma prochaine lecture reliée quand j'aurai fini Cœur de sorcière. J'avais mis celui-ci et j'avais mis aussi l'autre avec Vilain quelque chose, celui qui vient de sortir, je ne trouve plus le titre, attendez. Donc j'avais proposé soit celui-là, en relié aussi, qui est en rouge, avec un petit jaspage rouge, qui a pas de jaquette, c'est directement imprimé dessus, qui est aussi très beau et qui m'intrigue beaucoup, c'est un premier tome. Donc j'avais mis soit celui-ci, soit 6 couronnes écarlates, et c'est celui-ci qui a gagné au sondage. Donc je l'ai commencé hier, j'ai lu les 3 premiers chapitres, donc je suis ici. Et je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine parce que j'ai lu une 50aine de pages, ce qui n'est pas énorme non plus sur un livre qui en fait plus de 400, c'est pas 540. Donc je vais avancer dans ces histoires. Pour l'instant, le début que j'ai lu m'a vraiment beaucoup plu. J'espère que ça va continuer. Après, j'ai entendu vraiment de très bons échos sur ce livre qui est apparemment une duologie. Et j'ai hâte de découvrir un peu plus. Mais en tout cas, j'aime beaucoup déjà l'univers, l'ambiance. On est aussi dans quelque chose plus une histoire de conte asiatique. Je sais plus si c'est japonais ou chinois. Mais on est clairement dans une ambiance de conte avec de la magie et j'ai hâte de poursuivre cette magnifique lecture. Voilà, nous avons fait le tour. Je vous ai montré ce que j'ai lu, je vous ai montré ce que je suis en train de lire. Je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo, d'être présent et de soutenir la chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous faites de belles lectures. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, comme ça on peut un petit peu discuter s'il y a des livres qui vous tentent, s'il y a des livres que vous avez lus. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire. J'aime beaucoup aussi savoir les lectures que vous faites. En plus, comme ça me donne des petites idées et du coup, je peux noter certains livres dans ma wishlist vu que ça a l'air super sympa également. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt.